Brosson, ici présent, a gentiment accepté d'intervenir. Bruno est philosophe, écrivain, essayiste, dramaturge, que sais-je encore, conférencier. Tu as commis une bonne vingtaine de livres, au moins, puisque 30. 30 voilà, 30 livres. Moi, je te connais depuis Briser la dictature du temps, qui a un certain temps maintenant. Et Bruno est également consultant en stratégie, et c'est à ce titre que je lui ai demandé d'intervenir ce soir pour regarder quels étaient les liens entre le leadership et la stratégie, et plus précisément, oh, mais tu as écrit un livre. Oui, effectivement, Bruno a écrit un livre excellent qui s'appelle De Sun Tzu à Steve Jobs, une histoire de la stratégie, et qui replace la stratégie dans l'histoire mondiale, à la fois militaire et l'histoire du business. Donc c'est à ce titre qu'il va intervenir ce soir, à la fois en montrant comment la stratégie est un outil au service du leadership et quelles sont les relations entre les deux. Peut-être avant de commencer, Bruno, comme il y a 1000 définitions du leadership et que chacun a la sienne, ça m'intéresse de savoir comment toi, tu conçois le leadership avant de plonger dans la stratégie qui est une partie des outils du leader. Oui, bonsoir. Ce que je vais dire n'engage que moi, car je parle plus souvent de stratégie que de leadership. Alors, Max Weber dit que le pouvoir a deux composantes principales. Une composante légale, c'est-à-dire j'ai été élu, j'ai été nommé, j'ai écrit directeur sur ma carte de visite, c'est officiel, c'est légal. Et une composante qu'il appelle charismatique. Et il dit que cette composante charismatique du pouvoir est étrangère à la raison. C'est finalement le pouvoir que l'on va vous reconnaître, que les autres vous attribuent. Si par exemple vous prenez l'exemple du village gaulois, le chef officiel c'est à bras raccourcis, mais comme son nom l'indique, son pouvoir ne porte pas très loin et il ne cesse d'ailleurs de tomber de son bouclier. Mais pourtant, on accorde plus de pouvoir charismatique, plus de crédibilité à Panoramix, qui pourtant n'a pas de pouvoir légal. Donc, j'aurais tendance à penser que le leadership, c'est ce supplément qui permet au pouvoir d'avoir plus d'efficacité et qui n'est ni légal ni raisonnable. C'est comme ça. Il y a des gens, ils ont un leadership sur les autres. Une conception des choses est de dire que le leadership commence quand on a des gens qui vous suivent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de leadership sans… Il est donné par ceux qui, finalement, qu'on emmène avec soi. Donc, ça rejoindrait la conception. Voilà. Donc, effectivement, le pouvoir se reçoit et le leadership vous est donné par le regard de ceux dont on a la charge. D'accord, très bien. Et donc, leadership et stratégie, est-ce qu'on peut être leader sans stratégie? Est-ce qu'on peut être stratège sans être leader? Est-ce qu'on peut être les deux? Si on part de cette idée que ce pouvoir charismatique, ce leadership échappe à la raison, on va commencer par penser qu'il ne fait pas très très bon ménage avec la stratégie, tout au moins avec une certaine idée de la stratégie qu'on va appeler l'école réaliste, c'est-à-dire qui dit que la stratégie s'ancre dans la réalité, dans la connaissance de la réalité et l'analyse de la réalité, ce qui veut dire que cette stratégie elle est quand même sous contrainte. Par opposition à une autre vision de la stratégie qu'on va appeler l'école visionnaire, alors qui est illustrée toujours par Steve Jobs. L'école visionnaire vous dit que effectivement la stratégie c'est d'abord la vision d'un quelqu'un qui est visionnaire et qui a ce leadership pour faire croire aux autres, pour faire partager cette vision. D'accord. Oui. Et sur le leadership réaliste, qui en serait le représentant, à la fois dans le monde de l'entreprise ou dans l'histoire? Dans l'histoire, quelqu'un comme Machiavel, par exemple, on peut le classer dans l'apologie du réalisme, ou même quelqu'un comme Napoléon. Voilà, j'analyse les réalités. Napoléon dit l'important pour gagner une bataille quand j'ai 100 000 hommes face à 300 000, c'est d'être le plus fort au point décisif. Donc, c'est bien une analyse très, très réaliste des choses. D'accord.
Ok. Donc c'est une distinction clé. Et toi, tu te situes plutôt du côté réaliste, si je ne me trompe. Ah, réaliste, mais un peu figé. Ta bande passante a l'air de… Ah, Bruno. Je crains que nous ayons perdu Bruno Jarosson. Attends, ta bande passante, c'était très dégradé, tu t'es resté figé. Oui, c'est parce que je suis sur mon iPhone et il y a quelqu'un qui a eu la mauvaise idée de m'appeler. Ce que je ne pouvais pas tellement empêcher. Alors oui, je dis à l'école réaliste à laquelle je me rattache, va considérer que le leadership est un moyen de la mise en œuvre. C'est plutôt du management. Il y a la question de la stratégie, puis la mise en œuvre de la stratégie qui a aussi son importance. Donc le leadership est un moyen pour l'école réaliste, en pour tout cas. L'école réaliste, alors que la stratégie est un moyen pour l'école visionnaire. Pour l'école visionnaire, oui, la stratégie est un moyen, peut-être, oui, on pourrait peut-être dire ça. Je ne sais pas si c'est ce qui est dit. D'accord. Et en matière de stratégie, il y a une autre distinction clé que tu développes dans ton livre qui est autour des stratégies directes et indirectes. Alors ça, c'est une grande distinction et très importante dans l'histoire. Parce que finalement, l'histoire de la stratégie, ça commence au 5e siècle avant Jésus-Christ avec Sun Tzu, l'art de la guerre. C'est le premier théoricien de la stratégie, en tout cas le premier qui a laissé un écrit. Et il dit quelque chose de tout à fait fondamental qui va frapper des esprits jusqu'à maintenant, c'est que le bon général n'est pas celui qui gagne la bataille, c'est celui qui atteint ses objectifs sans combattre. Okay. Autrement dit, il donne dès le départ une idée de ce qu'est une stratégie indirecte. C'est pas passer par le point le plus difficile, par le point le Schwerpunkt, comme dira Clausewitz quand il théorisera Napoléon, mais c'est au contraire d'éviter l'obstacle pour minimiser l'engagement des forces. Donc ça va beaucoup imprégner la stratégie, c'est l'idée de stratégie indirecte, illustrée par exemple par le débarquement en Normandie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le débarquement, pour le concevoir, il fallait partir de l'idée qu'un débarquement, ça doit rater. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire, il n'y avait pas d'exemple qu'une armée ait réussi à débarquer sur un littoral où l'attendait une armée prête à se défendre, parce que vous avez une infériorité de moyens énorme. Donc, il faut partir de cette idée, le débarquement doit rater, tout au moins dans une stratégie directe, c'est-à-dire si je vais là où les armées, les chars allemands m'attendent, tout simplement parce que dans les premiers jours, celui qui débarque n'aura pas de char, alors que celui qui l'attend sur la plage en aura. Donc, c'est aussi bête que ça. Donc, il va falloir avoir une approche indirecte. Voilà pourquoi on va débarquer en Normandie plutôt que dans le Pas-de-Calais. Voilà pourquoi on fait un leurre. Et si ce débarquement a réussi, c'est parce que Hitler a donné l'ordre aux divisions blindées du Pas-de-Calais de partir pour la Normandie que le 17 juillet, c'est-à-dire 41 jours après le débarquement. Ce qui veut dire que pendant 41 jours, les Alliés ont réussi à tromper les Allemands sur leurs intentions. D'accord. Donc, une stratégie indirecte demande une grande anticipation. Une stratégie indirecte a toujours pour premier objectif de tromper l'adversaire sur ses intentions véritables. Alors, il y a un album d'Astérix très connu qui est un merveilleux exemple de stratégie indirecte, c'est la zizanie. Et pour la première fois, on va mettre le village en danger. Et que fait le dénommé Détritus pour semer la zizanie? Il va offrir un vase à l'homme le plus important du village, à savoir Astérix. C'est de la stratégie indirecte. Son objectif réel n'est pas de faire plaisir à Astérix. Donc, c'est une stratégie indirecte et on voit qu'elle va avoir des résultats assez différents des stratégies directes développées avant. D'accord. Donc, à l'origine de la stratégie, on a la stratégie indirecte, effectivement. D'accord. À travers l'histoire, comment ces différents modes de stratégie se sont déployés? Tu as quelques exemples? Alors, ce qui est frappant, c'est que Napoléon va obtenir ses premiers succès par des stratégies indirectes, et puis au fur et à mesure qu'il va acquérir une supériorité de moyens, la plus grande armée, la grande armée, il va passer aux stratégies directes. Et Clausewitz, qui va théoriser Napoléon,
va en fait théoriser les stratégies directes. Et l'aboutissement de la pensée Clausewitz, c'est la guerre de 14. La guerre de 14, c'est le point bas de l'histoire de la stratégie. Jamais de la stratégie n'est tombé aussi bas. Jamais on n'a été aussi nul. Pourquoi? Parce qu'on est dans la stratégie directe à un point tel qui arrive, ce qu'avait vu Clausewitz, c'est-à-dire la montée aux extrêmes. C'est quoi la montée aux extrêmes? Eh bien, c'est qu'on part de deux théorèmes. C'est que pour gagner la guerre, il faut percer le front. L'histoire montrera que c'est faux, parce que ceux qui ont gagné la guerre, c'est ceux qui n'ont pas percé le front. Et deuxième théorème, pour percer le front, c'est une stratégie directe, donc je dois réunir le maximum de moyens. Donc je mets 800 000 hommes à l'attaque au chemin des Dames en avril 1917, il y a exactement un siècle. Bon. Voilà. Donc cela produit des massacres, et au bout du bout, c'est-à-dire au bout de 4 ans de guerre, je crois qu'on en est à 10 ou 12 millions de morts, mais personne n'a rien gagné. Okay. Donc c'est vraiment la stratégie perdant-perdant. Ok. Et si on va dans le monde de l'entreprise, stratégie directe, stratégie indirecte, on retrouve les mêmes catégories? Alors, la stratégie d'entreprise s'est formalisée à partir après la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, disons, on va dire autour de 3 grands concepts. Les effets d'échelle, la différenciation et l'avantage concurrentiel. Alors, les effets d'échelle, c'est qui on peut dominer la pensée stratégique, c'est grosso modo, plus je suis gros, plus je baisserai mes coûts. Donc, les gros vont l'apporter. Okay. Hein, et d'ailleurs, regardez dans les journaux, quand on vous parle d'une fusion entre 2 entreprises, on vous explique toujours que ce qui va justifier la fusion, c'est les synergies. Les synergies, c'est concrètement, ça veut dire des licenciements, mais économiquement, ça veut dire on va partager des moyens, donc il y a des effets d'échelle. Okay. Le théorème, c'est Big is Beautiful. On voit qu'on est dans la stratégie directe. On voit que, alors il ne faut pas dire que ça n'existe pas, mais ça ne domine pas le monde. Contrairement à ce qu'on croit, la part de valeur ajoutée produite dans les PME est supérieure à ce qu'elle était il y a 40 ans, et ceci dans tous les pays développés. Donc nous ne sommes pas dans des économies qui se concentrent. Okay. Même si ça ne veut pas dire que les effets d'échelle, ça n'existe jamais, mais ça n'est pas la loi universelle du monde. Okay. Alors, ça, la stratégie des effets d'échelle ou stratégie directe, c'est comment je vais faire la même chose que mes concurrents pour moins cher. Il y a une autre façon d'aborder la concurrence, c'est comment je vais faire quelque chose de différent de mes concurrents pour le vendre plus cher. Ce qu'on appelle les stratégies de différenciation. Ce qu'on associerait plus avec l'idée de leadership sur un marché, innover, être capable de tirer le marché vers quelque chose de nouveau, comme Apple l'a fait par exemple. Oui, alors ça peut donner un leadership d'image, hein, la différenciation, parce qu'effectivement, derrière la différenciation, il y a une manipulation de la vision de la valeur du client, donc effectivement, il y a la question de l'image que je vais projeter. Ces stratégies de différenciation sont des stratégies indirectes. En fait, je veux contourner l'obstacle de la concurrence, c'est-à-dire au lieu de faire dans la concurrence brutale qui aboutit à une concurrence sur les prix, je propose autre chose. Bon, c'est une forme de stratégie indirecte. Aujourd'hui, quand même, on voit que ce qui a tiré l'histoire, c'est aussi beaucoup les stratégies de différenciation, puisque on peut dire que quasiment 100% de la valeur que nous consommons correspond à des produits qui n'existaient pas il y a 2 siècles. Même les produits alimentaires, on mange des produits très différents de ceux d'il y a 2 siècles. Donc, en fait, l'économie s'est complètement renouvelée par cette idée de différenciation et d'innovation. D'accord. Et puis, il y a un élément nouveau qui est arrivé dans l'économie récemment, enfin récemment, pas si récemment que ça, qui est l'économie digitale, qui doit changer, battre les cartes considérablement. Oui, ce qui me frappe, c'est effectivement, depuis quelques années, toutes les entreprises avec lesquelles je travaille sur la stratégie sont confrontées à l'émergence du digital dans leur stratégie. Alors, il me semble à 2 phénomènes. Alors là, je parle de ce que je vois et de la façon dont je le formalise. Bon, d'abord, on a observé quelque chose de tout bête,
c'est la fin de la loi des rendements décroissants. Alors ça, c'est ce qui est arrivé aux gens qui vendaient des disques, qui vendaient des journaux, qui vendaient des livres. C'est-à-dire que, au fond, on vendait de la musique sous forme de disque. Alors, ce qu'on vend, en fait, c'est une musique, c'est-à-dire une information, mais on la vend sur un support matériel, et donc ça vaut le prix de production du disque. Donc, en fait, ce qui est de vente d'information est ramené à une industrie, on parlait d'industrie du disque. À partir du moment où vous pouvez envoyer la musique sans support matériel, c'est-à-dire l'envoyer par Internet, eh bien, vous voyez que le coût de duplication et d'envoi de la musique tend vers zéro. Et donc, la concurrence qui abaisse les prix jusqu'au coût marginal fait qu'on voit des marchés dont la valeur a disparu. Et donc, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Internet est quand même une merveilleuse machine à détruire du PIB. C'est-à-dire que des fonctions que l'on payait sont mieux remplies, mais on ne les paye plus. Donc, elles disparaissent du PIB. Ça veut pas dire que la fonctionnalité a disparu. Par exemple, il s'envoie beaucoup plus d'emails qui s'envoyaient de lettres. Sauf qu'autrefois, quand on envoyait une lettre, il y avait un timbre qui apparaissait dans le PIB. Et aujourd'hui, quand on envoie une mail, il n'apparaît rien. Donc, à la fois, on a eu une grande croissance de la consommation des valeurs d'usage sans avoir de croissance. Vous savez, les économistes disent, mais on voit les ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité. Ben oui, effectivement, parce qu'ils font disparaître du temps de travail, mais ils font aussi disparaître de la valeur facturable. Bon. Donc, tout un tas de business models ont été confrontés. Alors, ça, je dirais que c'est des interrogations qu'on a vues apparaître à partir de 2000 et qu'on commence à mieux comprendre comment ça se passe. Enfin, les journaux commencent à être un peu plus au clair sur leur stratégie. Par parenthèse, les journaux qui s'en sont bien sortis, c'est ceux qui ont monté leur prix. Ce n'est pas ceux qui ont essayé de faire des produits dérivés autour d'un site d'accès gratuit. Enfin, bon. Alors, il se passe un deuxième phénomène qui, lui, est arrivé plus tard et dont le symbole, enfin, ça parle d'ubérisation, mais à juste titre, est Uber. Mais on trouve ça avec Blablacar, avec chauffeur privé, les réservations d'hôtels, Booking. Ce sont des gens qui ont compris que Internet donnait accès au monde entier en un clic. Donc, la captation du client final ou la captation de l'audience, du coup, n'était pas très chère. Enfin, en tout cas, pouvait ne pas être très cher et l'objet de beaucoup d'effets d'échelle. À partir de là, on a vu que je dirais la chaîne de valeur s'est cassée en deux. Prenons un hôtel. Autrefois, un hôtel, il fournissait des chambres et il s'occupait des réservations. Il recevait des coups de fil, etc. Bon. Et puis, la partie s'est cassée en deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'occupent des réservations et des gens qui continuent à faire de l'hôtel. Les gens qui s'occupent de la réservation, c'est ceux qui ont accès au client final. Et on s'aperçoit qu'ils arrivent à faire, je dirais, à concentrer peut-être de grands profits sans faire le boulot, parce que ce n'est pas eux qui font la chambre d'hôtel. Oui. Donc, il y a une cassure dans la chaîne de l'audience. Celui qui capte l'audience, c'est celui qui fait le boulot, si je puis dire. Bon, et ça, c'est tout à fait nouveau. Alors, celui qui a enclenché ça, c'est Amazon. Parce que Amazon a commencé par faire l'enchant de la chaîne de la vente en achetant des produits, les stockant, les envoyant, etc. Et de plus en plus, Amazon devient une place de marché. Oui, c'est-à-dire fait faire le boulot, fait faire le boulot par les autres. Absolument. Ils monétisent leur audience. Enfin, me semble-t-il. Donc de nouvelles stratégies. Oui, pardon. Oui. Non, simplement, on est au début de cette évolution-là. Je pense que l'évolution précédente, la fin des rendements décroissants, on est déjà bien avancé, on commence à voir ce qu'elle décide. Cette évolution-là est plus récente et elle a des conséquences, à mon avis, incalculables. D'accord. Donc, que faire? Je l'intègre dans mes missions de conseil. Donc, que fait un stratège dans ces circonstances imprédictibles et imprévisibles et volatiles et ambiguës, comme vous venez de dire? Alors, moi, ça veut dire que j'ai construit quelques grilles pour positionner dans la chaîne de valeur ajoutée où vous êtes. Qu'est-ce qui va évoluer et qu'est-ce que vous pouvez faire, hein? Donc, ça donne lieu effectivement à des axes stratégiques
tout à fait inattendus, auxquels les gens n'ont pas forcément pensé, mais qui peuvent les sauver à terme. Hein. Il y a 15 jours, j'étais face à un chef d'entreprise qui qui veut faire de l'international, qui a perdu pas mal d'argent par une croissance externe dans un pays pas très, très sûr. Quand je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas monté une alliance européenne pour mettre en commun une audience européenne entre différents compétiteurs, puisque lui, il a une audience en France, il m'a regardé et il m'a dit tout simplement parce que ça ne m'était pas venu à l'esprit. Voilà. Et pourtant, en analysant sa situation avec les quelques grilles que j'avais, avec la grille d'ailleurs que j'avais pondue, ça apparaissait assez clairement. D'accord. Donc, que fait un stratège? Il essaye de réfléchir à ce qui se passe et ce qu'on peut faire. D'accord. Sachant que des fois, l'environnement est tellement turbulent que c'est un petit peu comme quand tu es en train de canoyer dans un rapide, la décision doit être prise en temps réel et la place de la réflexion n'est pas si grande. Oui, c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que, et ça c'est le premier chapitre. Le premier chapitre de mon livre s'appelle « Le flirt avec le fantôme ». Okay. C'est que je suis toujours dans la stratégie en train de dialoguer avec l'avenir. J'essaie de savoir comment les choses vont évoluer et j'essaie de structurer l'avenir. Mais l'avenir n'existe pas, c'est un fantôme. Donc, en fait, je suis toujours en train de flirter avec un fantôme. Et donc, je reprends la métaphore d'Hamlet qui parle avec le fantôme de son père. Enfin, tout au moins, lui, c'est ce qu'il croit, parce que sa mère, elle, pense qu'il est complètement fou. Hein, donc, il faut un grain de folie pour vouloir dialoguer avec le fantôme de l'avenir, certes, mais de toute façon, il faut le faire. Et la folie, c'est de penser que l'avenir se conformera à ce que nous voulons. D'accord. Bon, tout cela est très encourageant. Peut-être je vais proposer, avant que tu continues, à nos amis spectateurs, s'ils souhaitent poser des questions, soit par écrit, soit en levant la main, je serais ravi de les convier à l'écran ou en audio pour que tu puisses être challengé. Voilà, directement. C'est-à-dire, il y a une partie de moi qui trouve, prenez le temps de réfléchir à la question principale que vous avez pour Bruno. Mais en attendant, il y a une partie de moi qui est un petit peu froissée à l'idée qu'on réduise le leadership, à la stratégie, c'est-à-dire en gros au raisonnable. Alors même que tu viens d'admettre que finalement on était tellement dans des circonstances imprévisibles que la raison est vite limitée. Oui, c'est ce que dit Max Weber, hein, c'est que le pouvoir charismatique est étranger à la raison. Et alors effectivement, si je ramène la stratégie à l'exercice de la raison sur la réalité, effectivement, ça devient de domaines qui, je dirais, qui peuvent se coopérer, mais qui sont assez différents. Oui, très bien. Alors, donc, n'hésitez pas, vous avez un bouton pour lever la main. Donc, je regarde si quelqu'un veut se lancer et porter un peu de contradiction ou de commentaires. Pas de la contradiction. De me lancer sur d'autres pistes autour d'autres pistes. Leadership et stratégie. Si on revient sur Steve Jobs un instant, donc, comment tu fais oui. Jobs s'il est classable? Peut-être qu'il ne l'est pas d'ailleurs. Alors, j'ai trouvé une façon de me faire détester de tous mes publics quand je parle de stratégie. Ça marche à tous les coups. Je dis, voilà. Donc, je vous préviens, c'est une façon assez sûre de se faire détester. Je dis, voilà, en stratégie, il y a deux écoles, l'école réaliste et l'école visionnaire. Donc, l'école réaliste pense que la stratégie s'élabore à partir de la réalité et l'école visionnaire à partir de la vision. Et je me rattache à l'école réaliste. Donc, je suis assez peu sympathisant de l'école visionnaire. Donc là, je me rends compte, je fais exprès d'ailleurs, que disant ça, je heurte violemment les croyances des participants et
la première objection qu'on me fait, c'est « Et Steve Jobs, regardez, grand stratège et grand visionnaire. » Certes. Alors, bon, c'est sûr que Steve Jobs, pour ce qu'on sait de lui, mais on sait pas mal de choses, était un visionnaire. Il disait, bon, voilà, je vois les choses comme ça, et puis si ça vous plaît pas, tant pis pour vous. Il parlait même chez Apple de sa capacité à déformer la réalité. C'est-à-dire, il disait, attention, tu vas parler à Steve Jobs, mais il va te tordre le cerveau, et après, tu verras la réalité en déformée, tu verras aller à la réalité à travers les yeux de Steve Jobs, c'est tout à fait la réalité. Ce qui est une façon de définir comme un très grand visionnaire, c'est-à-dire effectivement avec un très grand leadership, puisqu'il avait non seulement des visions qui se sont révélées intéressantes, mais en plus cette capacité de faire entrer les autres dans sa vision. On parlait dans ces keynotes effectivement qu'il créait un champ de distorsion de la réalité, ce qui est vrai. Il y avait une manière de mettre en scène et de créer le contexte qui faisait que soudain quelque chose émergeait qui était… Oui, on parlait de champ de distorsion de la réalité. Est-ce que ces grandes innovations, elles sont bienvenues dans la réalité? Ou il y en a qui ont raté, mais dans la réalité. Bon, Steve Jobs, je pense que déjà, c'est quelqu'un de particulier. Enfin, il y en a un par génération. Il se trouve que je suis né la même année que lui, donc je ne vais pas me prendre pour lui. Ce que je veux dire, c'est que il était tellement particulier que je ne pense pas qu'on puisse tirer des lois générales de ce qu'il faisait ou dire aux gens faites comme Steve Jobs, quoi. Pour imiter Steve Jobs, il faut être Steve Jobs, enfin, il me semble. Oui. Donc je respecte, mais il n'y a pas d'enseignement à en tirer particulier parce que c'est trop singulier. Oui, moi je rencontre des patrons de PME qui sont des gens certes estimables, mais je dirais des gens comme on en rencontre tous, quoi. Je ne peux pas leur dire soyez Steve Jobs, ça leur sert à rien, ça. Je comprends. Et est-ce que c'est inimaginable que de combiner stratégie visionnaire et réaliste, c'est-à-dire à la fois d'être tiré par une vision et en même temps de regarder de près où est la réalité à l'instant où on est? Est-ce que c'est vraiment des visions antagonistes? Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de très important à bien comprendre, c'est qu'une entreprise qui n'innove pas est vouée à disparaître. Tout simplement parce que, ça a été expliqué par Marx, au fond, on va prendre le sujet autrement. Marx, dans les années 1840, je crois, a annoncé la fin du capitalisme. Et cette fin, il l'annonce en fonction d'un concept qu'il appelle la baisse tendancielle des taux de profit. Il dit un raisonnement absolument, enfin, qui paraît imparable, c'est les capitalistes, les entreprises se font concurrence, elles se font concurrence sur les prix, mais elles ne peuvent baisser les prix que jusqu'à disparition du profit. Donc, il y aura de moins en moins de profit. Et en plus, comme il y a un mécanisme de transfert travail-capital, il y a de plus en plus de capitaux à rémunérer avec moins en moins de profit. Donc, le capitaliste se met lui-même dans une impasse. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, depuis les années 1840, je pense qu'il ne se passe pas de semaine sans qu'un prophète n'annonce la mort du capitalisme pour le mois prochain, mais il est toujours là. Et pourquoi Marx a eu tort? Et Marx a eu tort pour une raison toute bête. C'est que, évidemment, les entreprises voient bien qu'elles sont prises dans ce tour de force, dans ce système qui tend à faire diminuer les profits. Elles cherchent à y échapper. Elles cherchent à y échapper par quoi? Par la différenciation et par l'innovation, c'est-à-dire en faisant quelque chose de différent. Voilà pourquoi l'univers économique, l'univers de consommation ressemble si peu à ce qu'il était il y a 2 siècles. C'est parce que les entrepreneurs ont innové. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans toute stratégie, il y a une part d'analyse du réel et il y a une part de pari sur la nouveauté, d'innovation, de création. D'accord? Si je me contente d'analyser le réel,
je vais dire quoi si je suis une entreprise? Je vais dire, écoutez, mes clients veulent acheter de moins en moins cher. Mes fournisseurs veulent me vendre de plus en plus cher. Mes salariés veulent des augmentations de salaire. Et mes concurrents me prennent les marchés à des prix délirants. Donc, si je m'adapte à tout ça, je meurs. Et finalement, la plus grande adaptation qu'on puisse faire à notre environnement, c'est de nourrir, ce qui est une certaine stratégie, mais pas souhaitable. Mais on notera qu'il ne se passe jamais rien de grave dans un cercueil. Donc, il n'y a plus de leadership, il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus de stratégie. Voilà. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, l'entreprise qui se développe, elle prend en compte toute cette réalité, mais il y a une part de cette réalité de son environnement qu'elle veut changer. Et c'est là où on n'est pas que dans l'analyse, on est aussi dans la créativité, dans le leadership. Tu vois quand même, le leadership dans l'innovation. Non, ça me fait plaisir. Voilà. Il faut une demi-heure pour qu'on y arrive, mais finalement, le leadership a sa place. Le leadership meurt. En gros, c'est ce que tu viens de me dire. C'est-à-dire, si tu appliques la stratégie pure et dure, c'est ce que je viens de comprendre en tout cas. C'est bien ce que montre l'histoire de Steve Jobs. C'est qu'au moment où il a, à toute son époque, je crois qu'il a commencé vers 76-77, mais jusqu'à sa mort, je crois que c'était en 2011, il me semble. Chaque fois, il a fait des paris qui ont réussi, qui ont raté avec des innovations fortes, etc. Mais on voit bien que chaque fois qu'il a réussi un pari, celui qui avait fait l'analyse la plus raisonnable a disparu. Oui. Absolument. Tiens, je crois que Yves souhaite te poser une question. Donc, je vais lui donner la parole et on va voir tout de suite si ça fonctionne. Yves, alors, peut-être qu'on va se retrouver à 3. Alors, il faut que j'active le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonsoir Yves. Bonsoir Bruno, bonsoir messieurs. Je suis ravi de vous revoir. Yves, je t'entends, mais je ne te vois pas, hélas. Oui, c'est vrai. Zut. La caméra n'est pas activable là, mais bon, c'est déjà bien, on vous entend. Bien, alors, suite à la discussion qu'on a eue, je retiens un certain nombre de choses de ce que nous a dit Bruno. Je pense en effet que la grosse difficulté qu'on a dans nos entreprises moyennes, avec nos gens moyens, est de trouver un personnage qui puisse être à la hauteur d'un Steve Jobs ou d'un Napoléon. C'est quand même des exemples qui sont pas et qui courent pas les rues, et d'être capable de faire la quadrature du cercle entre le réalisme qui est nécessaire dans la gestion d'une entreprise et la vision qu'il serait susceptible de donner pour faire évoluer cette entreprise. Je pense que l'exemple de Marx me paraît être assez bon sur le sujet, parce que je crois que Marx finalement a fait une très bonne analyse qu'on peut contester évidemment, mais du capital et de la façon dont il voyait les choses concernant l'entreprise. En revanche, là où il pêche, c'est à partir du moment où il doit imaginer l'avenir et comme par miracle, où tout à coup, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et que pour des raisons qui sont tout à fait, à mon avis, obscures, enfin moi que je ne connais pas, il imagine un monde où tout le monde a sa place et n'en vit pas son prochain, comme c'est le cas naturellement dans tout système, je dirais, naturel qui existe aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut à la fois être réaliste et réactif par rapport aux problèmes que l'on rencontre, et à la fois visionnaire. Alors, je pose la question comment on peut l'être, mais je dis, y a-t-il beaucoup de gens qui sont capables d'avoir cette espèce de dichotomie et de pouvoir la faire appliquer? Oui, ce que vous dites est très sensible et m'évoque beaucoup de missions. Quand je fais une mission de stratégie, et Yves le sait puisqu'on s'est connus dans ce cadre-là, je me présente comme quelqu'un d'analytique, de réaliste, etc. Et puis, effectivement, ayant analysé le champ de force, toute cette baisse tendancielle des taux de profit, au fur et à mesure émergent des idées plus créatives. Et je me rends compte que moi qui me suis présenté comme quelqu'un d'analytique, de réaliste et de prudent, j'en arrive à faire
j'en arrive à faire des propositions que le chef d'entreprise trouve trop audacieuses, alors que ou trop risquées. Mais moi, j'en viens à ressentir qu'il y a des situations où le plus grand risque est de ne pas prendre de risque. Et qu'il faut aussi peser cette part de l'innovation et de la nouveauté dans la stratégie. Donc, j'ai fait un peu un plaidoyer pour le réalisme, mais il y a cet équilibre qui est parfois subtil, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans l'esprit de géométrie, mais aussi dans l'esprit de finesse, comme disait Pascal. C'est vrai, mais je pense que ce qui est très difficile, c'est finalement, on parle de stratégie quand les affaires vont moins bien. Quand tout va bien, on se dit, bah, finalement, tant mieux, continuons, on va rester sur notre lignée et on s'en porte pas mal. Et c'est là, au contraire. Alors, c'est un petit peu comme les actions, celui qui doit plutôt acheter au son du canon et vendre quand tout va bien. C'est un peu la même philosophie. C'est-à-dire qu'on n'a pas à l'esprit à ce moment-là, quand les affaires vont bien, le fait de se remettre en question. Et à l'inverse, quand on se remet en question parce que ça ne va pas bien, c'est souvent trop tard. Oui, ce que vous dites, Yves, correspond peut-être à votre vécu. C'est vrai que je vois parfois des entreprises qui viennent me voir parce que ça allait bien et ça va moins bien. Donc, c'est le moment de se remettre en cause. Mais Dieu merci, je vois aussi des entreprises, et c'est plus fructueux, effectivement, qui sont plutôt dans la posture au secours, tout va bien. C'est-à-dire, tout va bien, je me développe, et c'est le moment où je peux avoir des stratégies plus nouvelles ou plus audacieuses. Et c'est vrai que c'est quand même plus facile d'avoir de bonnes idées quand ça va bien. Et je le vis en ce moment entre deux entreprises pour lesquelles je travaille. Une qui va très bien et qui peut avoir des stratégies qui se remet en cause, et une qui va mal, qui a beaucoup de bonnes idées, mais ça va être difficile. C'est toujours difficile dans ces cas-là, oui. Absolument. Très bien. Merci en tout cas. Si d'autres spectateurs ont envie de poser des questions ou de rentrer dans le dialogue qui est en train de se faire, n'hésitez pas. Il suffit de lever la main et si vous avez des questions, des commentaires, des éclairages particuliers, des points que vous aimeriez voir évoqués par Bruno, n'hésitez vraiment pas. Et est-ce que tu peux dire un mot sur ton livre, Bruno? On l'a évoqué, mais tu couvres à la fois les aspects stratégiques, historiques et militaires, mais pas que, n'est-ce pas? Oui, alors en fait, ce livre est né d'un déjeuner avec le DG de Duno, qui un jour m'invite à déjeuner, et il me dit, mais je n'ai pas d'histoire de la stratégie à mon catalogue, est-ce que vous pourriez écrire ça? J'étais au début un petit peu réticent, non pas sur l'intérêt d'écrire ça, mais sur le fait qu'il y ait encore des lecteurs pour lire ce genre de livre. Bon. Et du coup, on a assaisonné le livre ou augmenté de vidéos. J'ai tourné une vidéo par chapitre qui sont en accès gratuit avec le livre. Il y a effectivement beaucoup de choses sur la stratégie militaire, directe, indirecte, réaliste, visionnaire. Et puis après, les applications commencent au XXe siècle. La stratégie a été reprise par l'univers économique. Bon, il y a d'autres aspects aussi, stratégie du conflit, théorie des jeux. Enfin, pour tout dire, je me suis bien amusé à écrire ce livre. Et pour l'instant, j'ai quelques lecteurs qui m'ont dit qu'ils s'étaient bien amusés à le lire. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en dise de plus? Non, ou le lire ou l'écouter d'ailleurs. Je précise aussi que le livre est disponible en version audio sur Audible ou sur Amazon, donc ça peut être une bonne écoute à faire durant un voyage plutôt qu'à lire. Gérard Fleury vous pose une question qui est la suivante. Vision égale art de créer des désirs partagés. Réalisme stratégique égale art de voir dans la durée, étape par étape, des chemins à peu près raisonnables vers l'accomplissement de désirs partagés.
n'est-ce pas une complémentarité nécessaire? C'est-à-dire la vision donne la destination et la stratégie donne les étapes. Alors, est-ce que tu peux relire la question lentement pour que tout le monde l'ait bien présente à l'esprit et moi aussi d'ailleurs? Certainement, je sais que je vais aller beaucoup plus lentement. La vision est l'art de créer des désirs partagés. Postulat. Le réalisme stratégique, c'est l'art de voir dans la durée, étape par étape, des chemins à peu près raisonnables vers l'accomplissement de désirs partagés. Donc, d'un côté, la vision on a des désirs et la stratégie, c'est le chemin. N'est-ce pas une complémentarité nécessaire, demande Gérard? Oui, alors, oui, sûrement une complémentarité nécessaire. Là, on définit bien la vision comme un outil de mise en œuvre de la stratégie. Qui précède la stratégie. La vision, c'est le désir qui précède la stratégie. Sans désir, sans objectif, sans endroit où aller, il n'y a pas de stratégie. Non? Ah, peut-être. Enfin, moi, je ne l'avais pas entendu dans ce sens-là. C'est de dire, une fois que la stratégie existe, il vaut mieux que les gens désirent faire ce chemin ensemble. Donc, je l'avais plutôt vu après qu'avant. Mais je ne vous cache pas, j'ai toujours une petite inquiétude. J'ai toujours une petite inquiétude, mais c'est fondé sur l'expérience, car comme on peut voir, j'ai les cheveux blancs et j'ai un peu déroulé du câble. Voilà ma petite inquiétude. C'est quand on dit, voilà, la stratégie, c'est la vision d'une personne. Et puis maintenant, on va y aller et que ça devient indiscutable. Alors, pourquoi j'ai une inquiétude? Parce que j'ai vu des gens perdre des dizaines de millions comme ça. Ok. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était des gens admirables. J'ai connu quelques patrons comme ça. Un cœur gros comme ça, comme on dit, qui entraînait les gens et qui avait un gros leadership. Mais qui n'était pas très réaliste. Alors, il y en a un que je peux citer parce que, et là, c'est une histoire ancienne, et ce monsieur est mort. Mais je ne voudrais pas avoir l'air de parler contre lui ou avec condescendance, parce que c'était vraiment quelqu'un que j'aimais bien et de sympathie. C'était le patron d'une entreprise d'intérim qui s'appelait RMO. Et qui avait vraiment, c'était une force de la nature, il était sympa, il était extraverti, il était visionnaire, il était tout ce que vous voulez. Il avait même créé à une époque une équipe dans le Tour de France, organisé des événements sur le paquebot France, enfin il avait le sens, sa marque, il avait un sens du marketing. Bon, il a licencié 4 directeurs financiers de suite qui lui expliquaient qu'il ne fallait pas tout à fait faire comme ça. Et puis finalement, il a fait faillite, quoi. D'ailleurs, en plantant les banquiers de sommes assez considérables, parce qu'il avait un tel pouvoir de conviction qu'il a même réussi à bien planter les banquiers, ce qui n'est pas le côté le moins amusant de l'histoire. Oui, il passait. Quand je l'ai connu, c'était un patron qu'on donnait un exemple, un grand visionnaire, etc. J'aurais préféré que son leadership soit équilibré par plus de réalisme et d'analyse sur sa stratégie. Il aurait pu faire de beaucoup plus grandes choses. J'entends. Gérard demande la parole. Je vais l'inviter qui avait posé la question sur les désirs partagés. Donc, qui va nous rejoindre si les dieux d'Internet sont avec nous. Oui. Et pourquoi ne le serait-il pas? Gérard, vous êtes avec nous. Oui, bonjour Bruno. Bonjour. Oui, je reviens sur la proposition que j'ai faite précédemment. Parce qu'il me semble qu'en distinguant, sans les dissocier, mais au moins en distinguant l'aspect vision, création d'une vision, d'une part, et d'autre part, disons, d'aborder la question du chemin permettant d'aboutir d'une façon ou d'une autre
à l'accomplissement de cette vision. Ne crois-tu pas qu'on fait la part, disons, de la vision en tant que désir et ensuite le réalisme en tant que moyen? Oui. Je veux dire par là, quand tu prends l'exemple, quand tu as dit je suis toujours prudent parce que je connais des dirigeants très visionnaires, très généreux, très charismatiques, etc., et qui ont parfois entraîné leurs équipes dans des échecs. Ne penses-tu pas qu'au fond, cela signifiait que la part de réalisme n'était pas à la hauteur de la vision, mais que la vision, pour autant, est utile et nécessaire même? Oui, alors effectivement, la question que ça pose, c'est Mais est-ce que ça ne dans la signifie décision. Pardon. Oui, dans la décision, j'ai plutôt tendance, moi, à penser, mais c'est mon côté réaliste, que la vision va être au service d'une décision réaliste pour la mise en œuvre. Et dans les exemples que j'ai qui m'attristaient, c'est que c'est la vision qui décidait de façon ultime. Je vais prendre un autre exemple d'un patron que j'ai bien connu, d'ailleurs avec celui de RMO, mais qui avait les mêmes qualités de leadership que le patron de RMO, mais qui était extrêmement réaliste et stratège, c'est le patron de Sodexo. Et bien, oui, c'est quelqu'un de très, qui a beaucoup de leadership, qui a encore beaucoup de leadership d'ailleurs, très très forte personnalité, qui impressionne beaucoup tous les gens qu'il rencontre. Il n'en demeure pas moins que dans les grandes décisions stratégiques, c'était des analyses réalistes. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai souvent discuté, et même qui est venu présenter d'ailleurs l'histoire de son entreprise et de sa conception de la stratégie dans le club APM que j'anime. Et on voit que à chaque étape, c'était redoutablement bien pensé. Donc voilà, c'est au fond, il y a quelque chose derrière ce qu'on est en train de dire qu'il ne faut pas oublier, c'est que la décision est cruciale en ce sens qu'elle peut nous entraîner vers le meilleur ou le pire. C'est comme un aiguillage, ça fait des écarts. Donc qu'est-ce qui décide? C'est l'analyse réaliste ou la vision. Voilà, c'était ça, Gérard, me semble-t-il, le point que tu pointais. Il me semble pour ma part que je ne saurais opposer les deux. Il me semble que c'est la complémentarité qui joue et que la vision précède et est nécessaire et le réalisme du chemin pour atteindre la vision est lui aussi nécessaire, sans quoi la vision reste caduque. Oui, c'est deux dimensions. Simplement, voilà, ce qui me semblait avoir vu, il y a des moments où la décision est unidimensionnelle, c'est-à-dire ma vision me conduirait plutôt à aller d'un côté et l'analyse réaliste d'un autre. Et dans ce cas-là, toi, tu aurais tendance à privilégier l'aspect réaliste, oui. la décision réaliste. Oui. Et parfois, voilà, j'entends. Pardon, un point qu'on n'a pas abordé, c'était la relation entre individuel et collectif. Le leadership est à la fois peut-être une qualité individuelle, mais ça peut être aussi celle d'une équipe de direction. Enfin, l'articulation entre leadership individuel et collectif et stratégie. Est-ce que attends, vous pouvez répéter la question? Certainement, je peux répéter la question. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. La stratégie est rarement le fait d'un homme, de même que le leadership est rarement le fait d'un seul homme dans une équipe de direction. Donc, comment s'articule le lien individuel et collectif en matière de stratégie? Pourquoi? Alors, moi, je travaille beaucoup dans des entreprises moyennes. Donc, grosso modo, il y a un dirigeant et un comité de direction. Je parle d'une entreprise qui peut faire 20 millions de chiffre d'affaires, 50 millions, etc. Disons qu'une entreprise de plus de 20 millions de chiffre d'affaires, elle a un comité de direction complet. Bon, ce qui me semble clair, et jamais personne n'a dit le contraire, c'est qu'il vaut mieux, pour la mise en œuvre de la stratégie, que le comité de direction la partage, y adhère. Pour cela, il vaut mieux qu'il ait participé à son élaboration.
Donc, quand je dois travailler sur la stratégie d'une entreprise de taille moyenne, je vais de toute façon rencontrer tous les membres du comité de direction et longuement le dirigeant. Donc, on voit que dans l'élaboration finale, il y a 3 parties. Il y a les membres du comité de direction, il y a le dirigeant et il y a le consultant. Bon, qui donne quoi, etc. J'ai très peu d'exemples où on ne soit pas arrivé à se mettre d'accord, à partager une analyse, justement, parce que l'analyse, on essaye de l'objectiver. Donc, en général, ça se passe pas mal. Maintenant, j'ai parfois l'impression que la consultation du membre du comité de direction, ça apporte des informations, mais que ce n'est pas eux qui font l'élaboration. Un jour, c'était plutôt une co-construction que je fais avec le chef d'entreprise. Et que les membres du comité de direction nourrissent des informations, mais en général, ils ne viennent pas me dire attendez, ce que vous dites ne tient pas debout pour telle ou telle raison. Ça ne m'est pas arrivé. Il m'est arrivé l'expérience contraire. Un jour, donc, je fais une mission de stratégie. C'est une boîte qui était dans l'informatique. Et puis, séminaire final, donc je me retrouve avec tout le comité de direction. Et je commence à présenter ce qu'on avait élaboré pour demander leur avis. Et là, le directeur informatique m'arrête, il me dit attendez, je ne comprends pas bien l'objet de cette journée. Et je dis pourquoi? Il me dit on est là pour faire la stratégie. Il me dit oui. Il me dit mais moi, j'y connais rien en stratégie. Il me dit vous avez l'air de vous y connaître, donc dites-moi ce qu'il faut faire, je le ferai. Moi, quand j'ai un problème d'informatique, je ne viens pas vous demander. Chacun son métier. Puis il a dit, vous savez, je m'en fous complètement que la stratégie soit A ou B. Ce que je voudrais, c'est qu'elle soit bonne, et vous avez l'air de savoir ce qu'il faut faire, donc dites-le moi. Mais pourquoi vous me demandez mon avis? Mon avis n'a aucune valeur, me dit-il. Et alors, ça allait à l'inverse de tout ce qu'on dit qu'il faut faire. Il faut faire participer le comité de direction pour l'engager. Bon. Alors, je n'ai pas changé ma pratique après ça. Mais je me suis dit, il a dû arriver à un certain nombre de gens en face de moi de penser ça sans oser me le dire. J'entends. D'autant qu'il y a des fonctions qui sont des fonctions de support et qui, oui. qui sont plus impliquées dans la question du comment faire plutôt que du où aller ou de quelle est la stratégie à suivre. Voilà. Tout le monde n'a pas envie de participer à l'élaboration de la stratégie, mais bon. Ou tout le monde non, mais je pense effectivement. Je pense que c'est intéressant de travailler avec le comité de direction là-dessus. Très bien. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de notre petite heure à parler de stratégie et de leadership. Si vous avez une question qui reste, qui n'a pas été traitée, un aspect qui n'a pas été traité, c'est le moment ou jamais, parce qu'après, Bruno va disparaître dans le cyberespace avec Yoda. Et donc, n'hésitez pas. Et sinon, peut-être tu as quelques mots à ajouter. On peut se retrouver ton livre chez Duno, n'est-ce pas? On est bien. Oui. Duno ou les éditions en avance pour la version audio. Et... Absolument. Bon, il y a une histoire drôle par chapitre, c'est ça? Bon, ça, c'est ta marque de fabrique en général. Alors, oui, j'aime bien. Sur une histoire drôle liée à la stratégie. Bon, alors, je dis, je tombe au hasard, page 122. Un camion transporte des trous. En passant sur un dos d'âne, il en laisse tomber un. Il recule pour le récupérer et il tombe dedans. Effectivement. Et la leçon en termes de stratégie? Je ne sais pas. Il faut aller de l'avant. Très bien. Bon. Allez. Parfait. Écoutez, merci à chacun d'avoir été présent à ce webinaire. Merci à Bruno de nous avoir donné tes lumières en matière de stratégie. Même si ta conception du leadership est un peu inféodée à celle de la stratégie, je ne regrette rien. C'est le leadership, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, à une prochaine fois pour un prochain webinaire de leadership. Merci à chacun, merci à tous et bonne soirée.